Alors, nous allons à présent passer à la présentation, comme l'a dit la présidente de la session précédente, présentation du prix Antoine Rufnacht. Et j'aimerais inviter Madame Carola Hein, et j'aimerais dire quelques mots simplement de son profil. Elle est professeure titulaire de la chaire d'histoire de l'architecture et de l'urbanisme à l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, titulaire de la chaire UNESCO, eau, port et ville historique. Elle a publié de nombreux ouvrages dans le domaine de l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme et a relié l'analyse historique au développement contemporain. Ses livres et monographies récentes, coéditées, incluent All Spaces en 2021, Urbanization of the Sea en 2020, Adaptive Strategies for Water Heritage 2020, The Routledge Planning History Handbook en 2018 et excusez mon ignorance, mais Routledge, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai été chercher. C'est un éditeur spécialisé, très spécialisé, et donc les personnes qui publient dans ce guide international sont nécessairement reconnues pour leurs compétences et honorées de l'accueillir, et je vous demande de l'applaudir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de cette gentille introduction. C'est un vrai plaisir d'être avec vous dans cette ville merveilleuse de Tanger et de voir toutes ces interactions mer, terre, ville, port qu'on a pu visiter hier soir. Je suis aussi très contente de toutes ces présentations qu'on vient d'entendre qui étaient excellentes pour montrer l'interaction que se passe entre les autorités portuaires et les autorités de ville. Parce que ce qu'on voit, c'est une réinterprétation de cette ligne. Ce n'est plus une ligne qui sépare les deux territoires, mais c'est une véritable intégration. On a vu au niveau maritime et au niveau terrestre des engagements spatiaux, des engagements sociaux et culturels. Et je pense pour vraiment avoir des pratiques durables pour le Blue Future, pour les futurs bleus qu'on cherche, il faut cet engagement à tous les niveaux. Juste pour vous rappeler, quand on pense au cas de Séville, on voit un aménagement sur 2,5 km avec plusieurs niveaux architectural, urbanistiques, de paysages qui s'intermêlent avec les structures d'occupation qui vont avec. Mais pareil, à Bahia Blanca, on voit un engagement d'un port ouvert où il y a les gens qui circulent. Et même si c'est des espaces locaux, ça veut dire qu'il y a des gens qui voyagent, qui traversent, qui viennent de la ville pour aller rentrer dans le port ou vice-versa. Et quand on pense à la crise Corona qu'on vient de traverser, il y a plein de ports qui ont ouvert leurs portes pour le public, que ce soit des cinémas à voiture où on a pu visionner ensemble dans un grand espace et d'autres pratiques. C'est vraiment le futur de voir comment on peut intégrer ces éléments. Et quand on a vu au Maroc les ports de plaisance, il y a les bateaux dans la mer qui font partie de cet écosystème maritime, urbain, territorial. Il faut qu'il y ait les producteurs sur place pour les navires, il faut qu'il y ait le public qui visite les yachts. Il faut que toutes ces interactions se fassent à travers le territoire. De Dublin, Jim nous a présenté les manières d'engager les citoyens autour du patrimoine. Et gardons en esprit que le patrimoine, c'est une décision qu'on fait aujourd'hui, de préserver des espaces, des pratiques anciens et surtout pour construire un héritage du futur. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut construire le rapport port-ville du futur. Et je pense que l'idée de l'interface, le point AIVP numéro 8, a vraiment besoin du point AIVP numéro 1, qui est la culture. Il faut une nouvelle culture d'intégration des différents acteurs, des différents partenaires
de la ville du port, mais aussi des citoyens, des NGO. Et pour cela, il faut une meilleure compréhension. Et les travaux de l'AIVP sont merveilleux point de départ pour vraiment adresser cette intégration entre les divers acteurs et de comprendre l'ancrage spatial de tous ces flux qui sont typiques au port. Parce que d'un côté, on parle des flux de conteneurs, des flux des personnages qui traversent un territoire, mais tous ces flux ont un impact spatial. Et cet impact spatial, il faut comprendre ce qu'il signifie et pour qui il peut être bénéfique ou non. C'est-à-dire de cette question d'interface qu'on discute dans cette session, on va passer à une approche de porosité où on voit comment les différentes fonctions ville-port peuvent s'intégrer. Et qui est-ce qu'il y a de mieux pour parler de ce sujet et pour adresser les questions d'aménagement urbain que notre président de l'AIVP, l'ancien Premier ministre français et le maire du Havre, M. Édouard Philippe, que je voudrais inviter sur scène avec ceci. Et je vous invite tous à l'applaudir pour notre interview. Merci beaucoup d'être présent, Monsieur le Président. Lors de l'Assemblée... Appelez-moi Édouard, parce que ça... Lors de la dernière Assemblée générale qui s'est tenue à Bruxelles en novembre 2021, vous avez annoncé la création d'un nouveau prix en honneur d'Antoine Rufenacht. Ce prix doit s'appuyer sur les travaux de l'AIVP et célébrer les actions, en quelque sorte, du fondateur de l'AIVP, Antoine Rufenacht. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu sur les détails de ce prix, comment vous l'envisagez? Merci beaucoup. D'abord, je pourrais commencer par dire que tous les détails ne sont pas totalement fixés, mais que l'idée qu'il y a derrière ce prix, au fond, c'est de servir trois ambitions. La première, c'est de réussir à mettre de la lumière sur des projets qui incarnent parfaitement ce dont nous parlons au sein de notre association depuis très longtemps. Depuis très longtemps, nous réfléchissons à la meilleure collaboration entre les villes et les ports, à la bonne façon de reconstruire la ville lorsque l'évolution portuaire a fait en sorte que les activités portuaires se déplaçaient et que les friches, au fond, ont laissé de la place. Depuis longtemps, nous nous posons la question d'un fonctionnement portuaire respectueux de la ville et respectueux de l'environnement. Et chacun, dans nos responsabilités, que ce soit portuaire ou municipale, ou dans nos vies d'entrepreneurs, nous essayons d'être à la hauteur de cet enjeu. Et pourtant, alors même que nous en parlons, nous n'avons pas encore la possibilité, sauf dans des présentations, ou sauf au moment des visites que nous faisons, comme nous l'avons fait hier à Tanger, nous n'avons pas suffisamment la possibilité de dire à d'autres que nous, à nous-mêmes c'est très bien, et à d'autres que nous, voilà quelque chose qui nous paraît emblématique, réussi, significatif dans l'aménagement d'une relation ville-port. Comment réussir à montrer ce qui est réussi et à montrer donc à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui ne pensent pas forcément au sujet auquel nous nous intéressons, qu'il y a là quelque chose de décisif qui est en train de se jouer. Donc c'est une façon d'abord de mettre un coup de projecteur sur des réussites que nous avons envie de mettre en avant. La deuxième ambition, c'est un peu une ambition pour notre association. Nous nous connaissons, nous travaillons ensemble, souvent nous lions des liens d'amitié qui vont au-delà du travail, mais notre association n'est pas forcément reconnue
ou même connu, par ceux qui n'en sont pas membres. Et je me dis que si nous sommes capables de faire comprendre partout dans le monde, partout où se joue la relation ville-port dans le monde, que nous sommes capables de mettre un coup de projecteur et de célébrer des projets réussis, alors nous allons susciter l'intérêt de beaucoup de maires, de beaucoup d'autorités portuaires, de beaucoup d'aménageurs qui, jusqu'à présent, n'envisageaient pas nos travaux ou n'envisageaient pas d'y participer. Donc, la deuxième ambition, c'est une ambition pour l'AIVP, c'est de réussir à créer l'événement, la signature, qui suscite l'intérêt des autres. Et puis la troisième ambition, elle est non pas plus personnelle, mais elle tient aussi à l'histoire de l'AIVP, c'est de profiter de ce prix, de cette manifestation, pour rendre hommage au fondateur de l'AIVP, qui était mon prédécesseur au Havre, Antoine Ruffnac, parce que, au fond, c'est lui qui a eu l'idée de rassembler nos efforts. Alors, il y en a beaucoup ici qui n'étaient pas là forcément au moment de la création de l'AIVP, mais de rassembler nos efforts pour essayer d'avoir une pensée commune et des collaborations fructueuses. Et donc, je trouve que c'est une bonne façon de lui rendre hommage. Merci beaucoup, c'est une très belle présentation. On a en ligne Monsieur François Ruffenac, le fils d'Antoine Ruffenac, et j'espère qu'on va le voir sur la présentation. Et on voulait entendre de lui quelques mots pour en savoir plus sur l'engagement de son père en tant que maire du Havre et fondateur de l'AIVP. Bonsoir Carola Hein, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Voilà. Merci à tous les deux, merci Édouard. D'abord, je voudrais exprimer quelques regrets de ne pas être à Tanger avec vous aujourd'hui, mais exprimer surtout une grande satisfaction de voir le prix Antoine Ruffnac prendre forme concrètement. Je voudrais en profiter pour remercier d'abord Valérie Egloff, qui était à l'origine de ce projet avec la famille et qui fut une des adjointes d'Antoine Ruffnac au Havre. Remercier, saluer évidemment le président de l'AIVP, l'actuel maire du Havre, cher Édouard, et puis toutes les équipes de l'association, Olivier Lemaire et Bruno Delsalle, qui ont tous soutenu le projet dès l'origine. Alors, quelques mots, il y a sûrement quelques jeunes dans la salle. A pris Antoine Ruffnac, lui rendre hommage, bien sûr. C'était le président fondateur de l'AIVP, Édouard vient de le rappeler. C'était le maire du Havre aussi pendant 15 ans, de 1995 à 2010. Et puis, Antoine Ruffnac, pour moi, c'était un passionné, comme vous sans doute, à la fois sur l'estrade et dans la salle, par tous les sujets que traite votre association, ceux des grandes métropoles portuaires, le trafic maritime, l'aménagement portuaire ou purement urbain, mais toujours dans un souci pour lui esthétique, puisqu'il était très sensible à l'art et aux arts en général. Et j'ai un peu envie de citer quelques-unes des réalisations du Havre, en tout cas les plus importantes, si je puis dire. Le classement du centre-ville au patrimoine mondial, la redéfinition, la rénovation de l'espace Oscar Niemeyer, l'aménagement des docks Vauban, littéralement à la frontière entre la ville et le port. Et puis de très nombreux architectes de renommée internationale ont travaillé ou réfléchi sur des projets au Havre. Je pense à Jean Nouvel, je pense à Jean-Paul Viguier, je pense à Daniel Libeskind, à Jean-Michel Villemotte, il y en a beaucoup d'autres, je ne les connais pas tous. Et puis l'idée d'associer le nom d'Antoine Ruffnac à un projet d'architecture ou d'urbanisme exemplaire faisait pour nous totalement sens, parce qu'elle ressemble tout le sel, tous les sels, puisque vous êtes au bord de la mer, de son engagement public. Merci beaucoup. Et je pense que ça provoque aussi une autre question, et une question à Monsieur le Président, Édouard Philippe. Vous avez été élu local au Havre depuis 2001. Vous avez suivi les projets d'engagement entre la ville et le port depuis longtemps. C'est la vocation de l'AIVP d'avancer cet aménagement. Quelle est votre perspective sur cette histoire des actions ville-port
et surtout depuis que vous êtes devenu membre ou champion de l'IVP? Alors, je trouve que le premier grand mouvement, c'est celui du gigantisme, quand même. C'est-à-dire que ce que j'ai vu au Havre, mais ce qu'on a vu dans beaucoup d'autres villes, c'est comment est-ce que l'avènement de ces bateaux absolument démesurés par leur taille et des flux impliqués par cette démesure transformait l'organisation urbaine. Au Havre, le port, pendant longtemps, il était dans la ville. Et puis un jour, les bateaux ont été trop gros et en fait, les bateaux, ils sont partis hors de la ville. Et donc, toutes les activités portuaires qui étaient là où étaient les bateaux avant se sont déplacées là où étaient les bateaux ensuite. Et on a récupéré des espaces. Et cette histoire du gigantisme qui produit un effet sur l'organisation spatiale et sur la nécessité de reconstruire de la ville, c'est une histoire vraie, mais c'est une histoire qui, je crois, assez générale. Et pour moi, la première direction, ça a été ça. La deuxième direction, maintenant, c'est vraiment les questions relatives à la conciliation entre l'activité que nous voulons préserver et l'environnement et la qualité de vie. C'est deux questions qui sont légèrement différentes, mais enfin qui vont ensemble. C'est comment est-ce qu'on imagine dans un espace urbain et portuaire la perspective ou la menace d'une montée des eaux, c'est comment est-ce qu'on imagine de la production décentralisée d'énergie, c'est comment est-ce qu'on massifie les flux sans rendre la vie impossible à ceux qui vivent près des zones portuaires. Et je trouve que c'est une deuxième question, mais c'est une question qui est évidente en matière d'aménagement. Ce qui est frappant à Tanger, c'est qu'il y a une partie du port qui reste dans la ville, et c'est heureux, le port de pêche, le port de croisière, le ferry, il reste littéralement dans la ville, mais l'activité industrielle, portuaire industrielle, massifiée, elle est hors de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait des espaces? Comment est-ce qu'on repense la ville? Comment est-ce qu'on concilie ces impératifs? Ça, c'est le deuxième sujet. Il y en a un troisième, mais je ne sais pas s'il pourrait être dans le prix Antoine Ruffnac. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est la question de la culture. Je crois qu'assez mécaniquement, au fur et à mesure que les ports s'éloignent des villes, se renforcent dans leur sécurité, s'isolent d'une certaine façon du tissu urbain, la connaissance des métiers, la connaissance des enjeux, ça me nuise. Et donc là aussi, on est très à l'aise à la IVP, parce que très tôt, on a senti le besoin, quand je dis on, c'est pas moi, hein, mais c'est vous, on a senti le besoin de parler des port centers. Pourquoi? Parce que ça correspond à ça. La nécessité de faire comprendre aux habitants d'un espace urbain, d'une ville, ce qui se passe dans un port qu'ils voient de moins en moins, dans lequel ils peuvent de moins en moins aller se promener. Et donc qu'ils comprennent de moins en moins. La connaissance des métiers, la connaissance des enjeux. Donc si on arrivait dans le prix Antoine Ruffnac à bien montrer cette évolution, à bien dire voilà, ce projet il est exemplaire ou il est très réussi dans tous ces enjeux-là, je trouve qu'on aurait fait œuvre utile. Tout à fait. Et je pense que ce que vous venez de dire aussi, c'est cette culture d'interaction qu'on veut promouvoir avec le prix. C'est-à-dire c'est vraiment un prix d'aménagement spatial, c'est un prix d'engagement. Peut-être que vous pouvez encore un peu repartir là-dessus. Comment on peut prévoir ce prix pour améliorer, pourquoi un prix? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres moyens de le faire? Oh ben, il y a toujours d'autres moyens, mais vous savez, moi, quand on me dit pourquoi un prix, je réponds toujours, ben oui, mais pourquoi pas? Bon, parce que c'est une bonne façon de faire. Regardez ce que le prix Pritzker, qui est très prestigieux, a fait pour l'architecture. Plus personne, ou en tout cas peu de gens savent qui était Pritzker, mais tout le monde sait que ce prix, il est une consécration pour un projet architectural. Alors nous, on ne veut pas faire un prix d'architecture stricto sensu, parce qu'on n'est pas des maîtres d'ouvrage, on n'est pas là simplement pour construire des bâtiments, et on ne va pas faire un prix pour le plus beau quai et le quai le plus efficace. Ce qu'on veut, c'est, je crois, célébrer et mettre en avant l'opération. Parfois, une opération, elle est symbolisée par un bâtiment, c'est vrai. Mais souvent, c'est un peu plus que ça. C'est des espaces publics, c'est une façon de relier la ville et le port,
c'est des bâtiments particuliers, adaptés soit au réchauffement climatique, soit à la production d'énergie. C'est une façon d'organiser les flux. Donc pour moi, notre prix, il a vocation aussi bien parfois à récompenser, ou en tout cas à célébrer des projets portés par une ville ou par une autorité portuaire, que simplement des projets locaux ou des projets architecturaux. Je pense qu'il faut que dans toute la mesure du possible, ce prix corresponde le mieux à ce que nous sommes, c'est-à-dire une association qui réunit des élus et des autorités portuaires, qui s'intéresse à la conciliation, à la complémentarité et au développement de la relation entre les villes et les ports. Et c'est ces projets-là que nous devons célébrer. Nous en avons tous vu au cours de notre vie, au cours de nos voyages, au cours de nos échanges. Nous en avons vu des inspirants qui traçaient un chemin et dont on se dit, mais voilà, ils vont faire des petits tellement ils sont inspirants. Et c'est cela que nous devons déceler, sélectionner et célébrer dans le futur pour qu'ils fassent des petits et pour qu'ils soient inspirants pour d'autres. Et en fait, c'est aussi une manière de générer un dialogue, de créer un vocabulaire, de créer des engagements entre les différentes entités, de modeler ce qui a été fait dans une ville. Et je pense qu'en tant que maire du Havre, vous êtes tout à fait conscient ce qu'il faut pour que les élus locaux peuvent parler avec les décideurs du port. Et peut-être que vous pouvez nous en parler un peu plus. Comment vous facilitez le dialogue avec le port, avec les autorités, et même c'est que le rôle de dialogue et collaboration va être au niveau du prix. Au-delà de l'exemple du Havre, qui est celui auquel je suis le plus attaché, mais sur lequel je ne veux pas passer trop de temps, parce que chacun a au fond des exemples en tête, ou son exemple en tête, de la façon dont la relation entre la ville et le port s'organise. Ce que je sais, avec une certitude absolue, c'est que en dialoguant, on a parfois du mal à trouver la solution la plus opportune, mais en dialoguant pas, on est certain qu'on ne va pas la trouver. C'est toujours difficile de savoir comment on fait pour réussir, mais c'est assez simple de savoir comment on fait pour se planter. Et là, on voit bien que s'il n'y a pas une discussion, qui n'est pas simplement une discussion pratique ou financière, qui est une discussion stratégique sur ce qu'on veut faire de la relation ville-port, sur ce qu'on veut faire des espaces qui sont à la frontière ou même plus généralement concernés par l'activité portuaire et par l'activité urbaine, eh ben, on n'arrive pas forcément à trouver les bonnes solutions. Donc nécessité du dialogue, de la concertation, qui n'est pas si simple. On a tous, sans doute, autour de nous, des exemples ou des périodes dans lesquelles la discussion entre les autorités municipales et les ports n'ont pas été totalement fluide, ou pas complète, ou compliquée par tel ou tel facteur. Mais ce qui est certain, c'est que... alors, moi, j'en parle détendu, parce qu'au Havre, ça se passe très bien. Mais alors, vraiment très bien, et depuis bien avant moi, donc c'est pas du tout mon effet. Avec Antoine, ça se passait très bien, et c'est une discussion intelligente entre les autorités portuaires, l'État et la ville. Donc ça, c'est assez formidable. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile, mais enfin, ça se passe très bien. Je pense que dans le prix, on doit essayer de montrer ça. On doit essayer de montrer que la capacité des autorités portuaires et des autorités municipales à dialoguer et à travailler ensemble permet d'aboutir à une solution qui est toujours meilleure qu'un bon projet pensé par seulement l'un des deux. Et je trouve que c'est quelque chose qui aurait du prix et qui correspond bien là aussi à l'objet de notre association. Et je pense dans la salle, il y a encore déjà plein de décideurs des ports et des villes qui sont en train d'imaginer dans leur tête comment appliquer pour ce prix dans le futur quand il sera ouvert. Alors peut-être que vous pouvez résumer encore une fois les valeurs qui seront les plus importantes pour tous nos participants de prendre en vue de la soumission d'un prix dans le futur. Alors peut-être d'abord un élément de calendrier. Dans notre esprit, ce prix commencera, la sélection des projets et l'analyse par un jury pourrait avoir lieu au cours de l'année 2023, parce qu'il faut qu'on se mette en route. On pourrait choisir fin 2023 l'attributaire, le lauréat du prix, de façon à ce qu'au moment de la conférence de 2024,
on ne se contente pas simplement d'une annonce, mais on puisse avoir avec nous les responsables de ce projet, un documentaire sur le projet, une analyse du projet, puisqu'après tout on veut la mettre en avant. Ça peut être une façon. Il y aura moins de suspense pendant la conférence mondiale, mais en même temps probablement plus de contenu, et ça peut être une bonne occasion. Le jury sera composé de personnalités dont je ne peux pas vous dire les noms parce que je ne les connais pas encore, mais dont nous souhaiterions qu'elles soient diverses. Il me paraît bien qu'il y ait un ou deux élus, il me paraît bien qu'il puisse y avoir un ou deux responsables portuaires, il me paraît bien qu'il puisse y avoir un ou deux aménageurs, peut-être un ou deux architectes, et puis peut-être pas trop de monde non plus, mais qu'on arrive à avoir des qualités et des personnalités différentes autour de la table, venant de pays différents si possible. Donc ça, c'est pas un exercice facile, mais on a commencé à réfléchir à un certain nombre de noms. On a eu des gens formidables qui nous ont dit qu'ils étaient prêts. On a eu des gens formidables qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Si vous avez des idées de personnalités qui seraient des atouts dans un jury de ce type, n'hésitez pas à nous les faire connaître, à en parler à Bruno ou à me le faire savoir, parce que on veut avoir un jury. Enfin, un prix, c'est aussi un jury. Il faut que le premier jury comme disait ma grand-mère, il faut que le premier jury ait de la gueule. Et je pense aussi que c'est quelqu'un ou un personnage qui a une vision à long terme pour mettre en place les différents pas qu'il faut pour y arriver. C'est-à-dire, c'est aussi de concevoir l'identité, où est-ce qu'on veut être en 2040, et on met les premiers steps pour y aller à partir de maintenant. Au moins, ce serait un des souhaits que moi j'aurais là-dedans. Mais je pense que le prix, il a aussi une autre opportunité. L'AIVP a déjà plus que 50 pays membres et elle s'agrandit, je dirais presque tous les jours, mais rapidement. Pas assez, à mon goût. Alors, on fait un plus d'efforts. Mais je pense que ce prix il sera ouvert au consortium, j'allais dire, même qui ne sont pas membres de l'AIVP. Ah, bien sûr. C'est-à-dire, on va pouvoir modeler internationalement les opportunités. Je pense qu'un des points forts de l'AIVP est cet échange international. On se promène entre différentes langues, en différentes cultures, approches, différents types d'autorités du port et différents types de villes. La question, et peut-être c'est la dernière réflexion que je vais vous demander en ce moment, pourquoi, d'après vous, cette coopération internationale est cruciale pour le développement entre villes-ports ou territoire ville-port? Elle est essentielle parce que ce qui est au cœur des ports, c'est les échanges internationaux. C'est que les questions que nous devons affronter, elles se posent partout. C'est même fascinant lorsqu'on se rencontre et qu'on se parle de nos ports, combien il y a des correspondances très fortes entre ce que nous vivons, quelle que soit la situation géographique. Les correspondances entre un port en Amérique du Sud, un port en Asie, un port en Europe, sont toujours assez fortes. Et il serait curieux, alors même que ce que nous vivons est comparable, d'imaginer que les solutions les plus intelligentes devraient être déterminées juste chez nous, sans en discuter avec les autres. Autrement dit, évidemment, on a tout à gagner à développer cet échange. Donc pour répondre à votre question, oui, bien entendu, les lauréats de ce prix pourront être choisis à l'extérieur de l'AIVP. Être membre de l'AIVP ne nuira pas, ce serait absurde. Mais si on trouve un projet exceptionnel dans une ville ou dans un port qui n'est pas membre de l'AIVP, il y aurait quelque chose de ridicule à dire « c'est formidable, c'est exactement ce qu'on veut faire, mais c'est pas chez nous, alors on n'en parle pas ». C'est pas raisonnable. Donc évidemment, ça sera possible. Et je pense au contraire que notre mission, c'est de faire en sorte que nous trouvions les meilleurs projets, que nous donnions le maximum de choses à penser et à voir à nos adhérents, et que chacun de nos adhérents, trouvant un service de qualité, soit lui-même un ardent défenseur et un efficace ambassadeur pour venir rejoindre l'AIVP. Et peut-être que vous prenez la décision que cette personne, le gagnant
va être présent au congrès futur, aura une publication et deviendra membre pour une année en espérant qu'il se joigne à long terme. Oui, s'il paye sa cotisation. Ah oui, parce que bon, sinon avec Mohamed, on doit vous présenter des comptes et on a des problèmes. Donc. Alors je voudrais faire appel encore une fois à Monsieur Rufenacht qui est en ligne pour nous donner ses idées sur les valeurs que le prix va représenter. Quel souhait avez-vous après avoir entendu aussi notre conversation? Non, je partage naturellement ce que vient de dire Édouard Philippe. Simplement, je me réjouis de voir que 30 ans après, une association dans laquelle j'avais effectué un stage étudiant a toujours toute sa raison d'être et son utilité, et puis simplement hâte de découvrir tous les projets qui concourront à ce prix et les découvrir avec vous. Et on invitera François à la remise de la première édition, et peut-être d'ailleurs des suivantes. Formidable. En tout cas, ce sera un grand plaisir de vous rencontrer aussi en personne. Alors, merci à vous tous les deux. Je pense que c'est une très belle annonce pour un prix futur dont les conditions seront à disséminer. Dès qu'on a exactement les modalités, vous allez tous le savoir et on espère que vous êtes déjà prêts à préparer vos applications avant qu'on ne sait exactement pas quelle forme ils vont prendre. Mais juste pour conclure, je pense qu'on a parlé de beaucoup d'éléments qui sont cruciaux pour des territoires, villes-ports, qui sont les premiers à devoir développer les futurs bleus. C'est les espaces les meilleurs placés pour guider notre développement durable, autant du côté maritime que territorial. C'est des espaces qui, historiquement, ont toujours été les premiers à développer des nouvelles identités, des nouvelles pratiques, de lancer même au niveau d'intégrer les flux de migration, par exemple, de diversité. Ce sont toujours été des espaces qui ont été typiques pour la collaboration parce qu'ils avaient un but commun de faciliter les transports d'objets, de gens et même d'idées. Et tout ça se met en place spatialement. Et c'est exactement là où on voudrait prendre le point de départ et commencer avec ce fabuleux prix Antoine Rufenacht qu'on va bientôt lancer. Et je vous remercie chaleureusement pour cette présentation et cette interview à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.